c'est quelques chiffres qui ressortent de l'étude de l'ALPHA, l'association lutte contre la fraude en assurance. Leur dernière étude date de 2023. On voit les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Plus de 695 millions d'euros de fraude constatée en 2023 en assurance. C'est énorme. Et c'est d'autant plus énorme que ça progresse. Enfin, ça a progressé en 2023, donc de plus de 18% sur l'ensemble des filières concernées. Donc vous le voyez, certaines filières un peu plus touchées que d'autres. Sans surprise, effectivement, le yard représente près de 70% effectivement de ces montants. Par contre, on voit que l'assurance perte de personnes, l'assurance santé notamment, et arrive en deuxième position, mais avec un taux de croissance qui est extrêmement important. Vous le voyez, plus de 50% entre les 2 années. Voilà, donc les quelques chiffres que vous pourrez retrouver facilement dans le rapport de l'ALPHA. Alors, si on les regarde encore un petit peu plus loin, l'idée, c'est de comprendre finalement cette fraude, comment elle se traduit, c'est quoi les sources principales et d'origine. Et on s'aperçoit que finalement, il y a un fléau, un ennemi public numéro un plus particulier auquel il faut s'intéresser, c'est la fraude documentaire. Vous le voyez, c'est largement devant les autres sources de fraude possibles, que ce soit la surfacturation donc, dans le domaine du yard, ou que ce soit l'usurpation d'identité, plus particulièrement présent dans ce domaine ou dans le domaine de l'assurance en personne. Ça n'a pas de commune mesure par rapport au taux que représentent les faux documents. Les faux documents qui circulent effectivement dans vos processus. Et la raison, elle en est finalement assez simple, c'est que comme l'assurance est un secteur réglementé, comme la banque, comme la santé, comme un certain nombre de services publics, où pour pouvoir délivrer le service à vos adhérents, à vos clients, eh bien, vous êtes obligé effectivement de traiter de la donnée qui dépend encore fortement de documents, soit qui sont des documents imposés aux assurés par vous-même. Vous êtes émetteur de beaucoup de documents qui sont la base finalement de ce qui constitue le dossier de l'assuré, ou alors de documents qui viennent de l'extérieur, qui sont des justificatifs que vous avez besoin de collecter, vous avez besoin d'analyser, d'agréger pour valider un dossier. Et ces documents, finalement, sont soit imposés par le réglementaire, parce que c'est votre réglementation qui l'impose, soit imposés par des processus métiers, donc qui dépendent évidemment de vos pratiques et de votre secteur. Donc vous voyez, beaucoup de documents, et suivant les filières, effectivement, des documents qui sont plus particulièrement fraudés. Et tout l'enjeu va être de voir effectivement comment on peut arriver à contrer cela. Un autre élément de marché intéressant qui vient cette fois de l'étude Next Content qu'on partageait ce matin, plus particulièrement sur le sujet de la fraude. On a essayé d'interroger justement vos assurés sur leur sensibilité par rapport à ça. Et ce qu'on peut dire, c'est que finalement, la fraude, elle ne vient pas toujours de là où on pense. Ce n'est pas toujours le méchant cyber-attaqueur qui va venir vous poser des problèmes, même si la cybersécurité est importante. On constate, et ils le disent ouvertement, pour 20% d'entre eux, ils déclarent avoir déjà falsifié un document dans un acte d'assurantiel. Et ils sont même un quart d'entre eux à avoué l'avoir déjà fait plusieurs fois. Donc ça veut dire que la pratique, elle n'est pas hasardeuse, elle peut potentiellement devenir courante. Et donc il faut pouvoir s'en méfier. Quelques éléments intéressants aussi, c'est que finalement, évidemment, le taux, alors évidemment pas évidemment, mais en tout cas on l'a constaté, il augmente plus on se rapproche de populations plus jeunes. Il augmente notamment sur les documents de santé, les factures de santé, les attestations d'assurance ou les justificatifs de domicile. Mais la classe d'âge suivante, c'est-à-dire les 39-50 ans, n'est pas très loin derrière, à 1 ou 2 points seulement. Mais eux, c'est plutôt effectivement dans les cadres de sinistres où effectivement on va avoir falsifié une facture, un justificatif, etc. pour effectivement toucher la prime par rapport à la déclaration de sinistre, ou en tout cas la fausse déclaration de sinistre. Voilà, donc ça c'est important à intégrer. Puis alors, ce qui est d'autant plus intéressant aussi comme enseignement, c'est de regarder finalement comment et d'où viennent ces sources de documents falsifiés. Vous le voyez, ils sont 2 tiers à avouer que finalement, ils ont utilisé
des solutions de retouche d'image ou d'édition de type Photoshop, par exemple, pour effectivement falsifier ce document, ou alors, même dans la même proportion, eh bien, ils avouent avoir utilisé, je vous le donne en mille, l'IA, effectivement, pour être au plus près du document véridique, donc pour réaliser ce faux, ou alors des solutions, effectivement, que l'on trouve sur Internet et qui sont des sites qui permettent de générer des faux avec un effet extrêmement trompeur et extrêmement réel par rapport à un document réel. Alors, en gros, la question, c'est comment, par rapport à un petit peu ce constat d'ensemble, on peut réagir, comment est-ce qu'on peut contrer tout ça. Alors, chez Tessie, on a un positionnement que l'on tient depuis un certain temps, c'est que finalement, la technologie va aider, mais elle résoudra certainement pas tout, en tout cas pas à la vitesse à laquelle la fraude avance. Et il y a certainement une alliance entre l'expertise humaine et la technologie qui doit être assez unique comme réponse singulière pour permettre de faire tout ça. Alors on a 3 recommandations possibles que l'on peut mettre en place aujourd'hui parce que justement les solutions existent ou parce que effectivement les tests, les POC, on parlait ce matin beaucoup, commencent à être relevant et on doit passer finalement à l'échelle, c'est ce qu'on se disait. Le premier point, c'est effectivement d'automatiser, en particulier les contrôles documentaires. Vous en avez à faire de manière soit obligatoire, soit par le métier dans tous vos processus. Et donc, ces contrôles documentaires qui sont encore beaucoup, même si on dit que l'automatisation a permis d'en traiter pas mal, il y en a encore beaucoup, contraints et forcés, qui sont faits manuellement, parce que justement la technologie jusqu'alors ne permettait pas forcément de tout traiter. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, où finalement on se dit que l'automatisation par l'IA ou par d'autres technologies précédentes a déjà permis de résoudre beaucoup de cas et d'automatiser beaucoup de choses. Je pense que c'est le cas sur des documents simples. On parle de carte d'identité, on parle de justificatif de domicile très normé, qu'on retrouve régulièrement dans les process. Certainement, là, il y a eu des avancées, c'est des choses qui sont complètement, je dirais, optimisées par rapport à ça. La vraie question dans votre métier, c'est que vous avez beaucoup de documents complexes, non structurés, ou de documents particulièrement complexes d'un point de vue métier, quand on parle des factures dans le domaine de la santé, par exemple, dans l'optique, les restes à charge en avis de somme à payer, par exemple dans la santé, ou d'autres types de documents comme ça, sont des documents par définition, par essence, très complexes. Et pour le coup, effectivement, l'automatisation est encore un vrai enjeu. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, avec l'IA, on arrive véritablement à dépasser ce cap et que l'on avait avec les solutions traditionnelles. Alors comment ? D'abord, ce que va amener l'IA au sein des solutions qui intègrent ces technologies nouvelles, c'est d'abord d'amener une meilleure évaluation structurelle du document. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir extraire et analyser des éléments clés du document qui vont effectivement permettre de révéler soit des fraudes avérées, parce que clairement, on se sera rendu compte que dans la structure, il y a un problème, et c'est l'outil qui va permettre de le faire, soit qui va permettre de détecter par définition que le document PDF, par exemple, il a véritablement été modifié. C'est-à-dire qu'on va reconnaître structurellement qu'il y a eu une modification dans la structure du PDF qui est fournie, et donc avoir des signaux très forts sur soit de la fraude avérée, soit de la suspicion. De la même manière, on va savoir détecter sur ce type de document, par exemple, qu'il a été effectivement réalisé avec un logiciel éditeur ou modifié avec ce type d'outil. On parlait de Photoshop, par exemple, tout à l'heure. Donc ça se détecte de manière automatique maintenant dans des solutions qui intègrent effectivement ces technologies d'IA. L'autre élément, c'est l'évaluation graphique ou visuelle du document qui arrive et qui est donc à prendre en compte. Et là, de la même manière, on va être capable, avec l'IA, d'analyser finalement les particularités graphiques du document et spécifiques qui vont là aussi donner un signal comme quoi le document a été potentiellement généré frauduleusement et donc de prendre effectivement les dispositions de vérification supplémentaires qui s'imposent, tout comme être capable d'identifier aussi l'origine d'un site
frauduleux qui a permis de créer un document qui semble vrai. On ne va pas faire de publicité, mais tout le monde a entendu parler de carottes paix sur les bulletins de salaire, par exemple. Eh bien, c'est bluffant, effectivement, à l'œil humain, de faire la différence entre les deux. On est incapable de le faire. L'IA, aujourd'hui, est capable de le détecter avec les solutions donc, qui, évidemment, sont capables d'exploiter cela. Alors, évidemment, tout ça, ça évolue. Les technologies sont là. Ce qui est important, quand même, c'est de... Quand vous retenez une solution ou retenez un acteur, c'est de vous assurer aussi que dans son dispositif, il a finalement une capacité à entretenir une veille régulière sur effectivement les outils, les pratiques, les technologies, mais surtout les risques de fraude qui évoluent ou les cas d'usage que vous rencontrez. Nous, on a la chance, effectivement, avec l'externalisation d'un certain nombre de processus documentaires ou métiers dans le domaine de l'assurance, d'avoir un outil de veille interne, globalement, que l'on observe sur les flux et les opérations qui sont confiées dans l'assurance et dans les cas de gestion en back-office comme dans les cas de relations clients. Donc, c'est un outil très précieux pour nous permettre de faire évoluer, effectivement, en fonction des cas d'usage, avec des équipes qui sont spécialisées pour ça. Le deuxième élément intéressant sur l'automatisation de ces contrôles, c'est qu'au-delà de la fraude, vous allez aussi pouvoir gagner du temps, beaucoup de temps, puisqu'effectivement, y compris sur ces documents complexes, eh bien, on va pouvoir miser sur des gains de productivité qui deviennent assez significatifs maintenant, qui se rapprochent de plus en plus des gains de productivité qu'on a sur les documents simples, et donc qui vont être forcément synonymes de plus de temps pour vos équipes, de manière à se consacrer effectivement sur des cas plus complexes, plutôt que de passer du temps à revalider un document qui aura été potentiellement maltraité ou dont on n'est pas sûr par une technologie. Voilà, donc ça c'est la première recommandation, c'est véritablement mettre en place l'automatisation grâce à l'IA, et les solutions sont là. Le deuxième élément, on a beaucoup parlé de parcours dans la première partie de la matinée, parcours digitaux, les services numériques. On a besoin de mettre de la confiance et de plus en plus de confiance pour que les assurés, effectivement, utilisent encore plus vos services numériques. Et ça, à toutes les échelles, finalement, du parcours de souscription ou du parcours de déclaration de sinistre. Là aussi, la bonne nouvelle, c'est que les technologies existent. Il faut juste choisir les bonnes. Il y a des technologies aujourd'hui qui s'appellent dignes de tiers de confiance, donc des services numériques, qui sont qualifiés par des organismes qui sont là pour ça et qui permettent effectivement de notamment sécuriser au sein d'un parcours toutes les étapes qui nécessitent de vérifier de manière forte ce qu'on appelle de manière substantielle, c'est-à-dire équivalent à un face-à-face que l'on faisait avant physiquement en agence, et bien de vérifier l'identité à distance d'une personne qui va vouloir souscrire ou qui va vouloir effectivement déclarer un sinistre. Et ça, avec des performances liées à votre parcours qui sont extrêmement instantanées, extrêmement rapides. Parce que, évidemment, tout l'enjeu, c'est pas de mettre de la conformité qui ralentisse l'expérience client, parce qu'évidemment, on peut potentiellement même perdre plus qu'on y gagne. Là, tout l'enjeu, c'est d'arriver effectivement à rester dans une logique d'expérience client instantanée et où la technologie va véritablement amener un plus, amener de la confiance là où il y en a besoin. On parlait de signature électronique, notamment ce matin. On disait que c'était fortement utilisé, notamment pour finaliser une souscription. On s'aperçoit que la plupart des actes de signature électronique aujourd'hui sont réalisés avec de la signature dite simple, qui est une commodité assez répandue maintenant dans le type de signature électronique. Il faut savoir que ce type de signature est basé sur une très faible vérification d'identité, en fait. Tout l'enjeu maintenant pour vous, assureurs, et notamment lié à votre profession réglementée, ça va être effectivement de pouvoir mettre en place des niveaux de signature électronique dites qualifiés, c'est-à-dire qui vont exiger un niveau de vérification d'identité de la personne qui s'engage, qui soit proche effectivement d'une vérification d'identité en face à face. Et pour ça, effectivement, les solutions de vérification d'identité à distance permettent de le faire de manière très fluide et très instantanée dans le parcours pour emmener finalement sur des parcours de signature qui vont pas dépasser 2 minutes en fonction effectivement donc, du type de contrat ou du type d'acte que vous voulez faire signer. Alors après, au-delà du parcours, ce qui est important aussi, c'est de regarder où est-ce que vous avez besoin de mettre de la confiance globalement dans votre processus.
Je dirais que le front, tout ce qui touche au front, c'est-à-dire la vérification de l'identité, le parcours, la signature, c'est une chose, mais vous avez aussi tout un tas d'actes qui méritent effectivement de la confiance à l'intérieur du processus. Et là, il y a là aussi des services de confiance qui permettent évidemment de protéger des documents, par exemple, des documents qui viennent de chez vous, de manière à être certain, à travers des technologies de type cachet électronique visible, hein, que l'on met sur un document, d'être certain, quand on compare et qu'on lit ce cachet, que la donnée du document est véritablement la bonne et parce qu'elle est contenue dans ce cachet électronique visible, qui permet très très vite, là aussi, du coup, de vérifier ces documents, d'être certain que ce sont les vrais, et surtout de ne pas perdre de temps. La dernière recommandation que j'aimerais partager avec vous dépasse en fait plutôt la technologie là. Je parlais de l'importance de l'humain et puis globalement de l'importance de revoir peut-être la façon dont vous traitez un certain nombre de processus, globalement qui touche la façon dont vous traitez le KYC, la remédiation de vos dossiers clients ou la bonne connaissance de votre donnée client, et plus globalement aussi finalement les obligations de contrôle LCBFT auxquelles vous êtes contraint de par votre métier. Traditionnellement, le back-office, le front-office est séparé, est siloté, et effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose qui permet facilement finalement d'aller vite et d'assurer finalement un contrôle de fraude de bout en bout. Donc il y a des processus qui ont été mis en place pour sécuriser certains actes sur le back-office, d'autres qui peuvent l'être effectivement dans le cadre de la relation client. Mais tout l'enjeu, c'est véritablement d'arriver à traiter une campagne de remédiation KYC ou un contrôle de fraude pendant toute la relation d'affaires que vous avez avec votre client. Et à différents moments importants où potentiellement il peut y avoir du risque, ou potentiellement vous êtes amené à faire ces contrôles. Donc en fait, notre recommandation, c'est lorsque effectivement vous envisagez l'externalisation de ce genre de processus, de l'envisager avec des solutions ou des partenaires qui sont capables d'adresser ça de manière front-to-back. C'est-à-dire pas simplement le back-office d'un côté ou pas forcément le volet front-office de l'autre, mais véritablement de réfléchir à comment vous pouvez progresser et gagner finalement en revoyant le processus et en choisissant une solution qui va être mutualisée depuis l'entrée en relation jusqu'à effectivement le traitement en back-office de ces actes de fraude ou de ces vérifications réglementaires. Ça a plusieurs vertus. D'abord, ça permet effectivement déjà dans les actes d'externalisation de mutualiser un certain nombre de moyens où vous avez des équipes, en tout cas chez nous c'est le cas, qui sont capables effectivement d'intervenir soit d'un côté, soit de l'autre, en fonction effectivement d'abord de l'activité, des pics d'activité que vous pouvez avoir, et également des compétences qu'on peut mutualiser pour venir effectivement faire des gains de productivité à ce niveau-là. Et l'autre point d'intérêt aussi, c'est que du coup, en particulier dans le cadre des campagnes de remédiation de dossiers clients, eh bien, on est capable d'assurer un taux de remédiation de dossiers beaucoup plus important que quand on silote en fait les processus, parce que on va mettre en place des outils, des moyens d'accompagnement, des canaux qui vont être très complémentaires l'un de l'autre et qui vont être très efficients tout de suite sur la capacité effectivement à faire que le client donc, vous renvoie la validation de ces données ou les complète avec des éléments qui manqueraient. Voilà, donc le front-to-back, c'est un axe aussi à intégrer dans la réflexion sur la fraude pour accélérer finalement votre capacité à bien contrôler les données clients, à bien remédier vos dossiers, et puis plus globalement à surveiller la fraude tout au long du parcours, aux endroits où effectivement vous la suspectez le plus. Voilà. Merci à vous.